Des calèches circulent sur une route de montagne. Un garçon et une fille sont assis dans l'une des voitures. La fille dit qu'elle a 12 ans, comme le garçon, et comment peut-elle maintenant comprendre lequel d'entre eux est le plus âgé? Le garçon n'est pas d'humeur à parler et répond à contre-cœur qu'il s'en fiche, qu'elle peut être une grande sœur si elle le souhaite. La fille ne veut pas du tout. Puis le garçon répond sombrement qu'il peut être un frère aîné. Il regarde pensivement par la fenêtre. En général, peu importe qui sera l'aîné et qui sera le plus jeune, l'essentiel est qu'ils formeront désormais une famille. Le garçon dit cela sans aucun enthousiasme. Il avait une vraie famille, mais il l'a perdue et maintenant il la retrouve sous la forme d'étrangers. Son nom est Boris Zennemann, le deuxième fils de Lord Jurken de Trévage-Langorde. Il y a 12 ans, sa mère est décédée en lui donnant naissance. Il restait désormais dans les bras de l'infirmière. Les Zennemann étaient une famille de valeureux guerriers. Son infirmière était sûre qu'un jour cet enfant deviendrait un brave combattant. Il héritera de l'épée et de l'armure transmise de génération en génération. Il partagera les reliques appelées Winterer et Snowgird avec son frère aîné, le jeune maître Eugene. La maîtresse de la maison Zennemann est allée au paradis, et le propriétaire détestait tous les deuxièmes enfants du monde. Mais le jeune monsieur Eugène est un garçon très gentil. Il se réjouira donc sans aucun doute de sa naissance, et aimera son frère. L'essentiel est que le bébé survive. Il n'y a pas si longtemps, Trévage a été submergé par la Révolution. D'innombrables personnes sont mortes. L'oncle de Boris a été expulsé de la famille et rêvait de se venger. Tous les membres d'une famille peuvent à tout moment devenir victimes de cette lutte et y perdre la vie. Mais même si un grand malheur arrive à leur famille, ou si quelqu'un décide d'empiéter sur les valeurs familiales, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le survivant va certainement se venger. Après tout, les Zennemann se souviennent toujours de l'amour, de la gentillesse et du mal qui leur a été fait. Boris doit survivre et résister à toutes les épreuves de ce monde difficile, et poursuivre l'œuvre de la famille Zennemann. Il est l'élu et ne peut donc pas mourir. Plus tard, à la résidence Zennemann, sur le territoire de Trévage, Boris Zennemann, le plus jeune fils, a écouté la nounou lui dire qu'un fantôme vivait sur le lac Emera. Quoi qu'il arrive, le garçon ne doit pas s'approcher du lac. La nuit, le fantôme est visible même depuis les fenêtres du domaine, surtout par un temps aussi maussade qu'aujourd'hui. Il se cache dans l'obscurité avec des yeux rouges pétillants et attend les enfants qui osent s'approcher de lui. Par conséquent, le jeune maître ne devrait jamais aller au lac. Le matin, Boris s'est allongé sur l'herbe sous un arbre et a raconté l'histoire de la nounou au garçon plus âgé. Evgeny Zennemann, le fils aîné de la famille. Il écoutait attentivement son frère. Le garçon n'a rien à craindre. Après tout, il sera toujours à côté de son frère. Son sourire brillait encore plus que d'habitude. Mais le petit Boris était toujours agité, et il ne comprenait pas pourquoi. C'était une si belle journée, et mon frère était assis à côté de moi. Boris a mis de côté toutes ses peurs et a ri. Le frère a dit qu'il était temps de s'entraîner et a remis à Boris une épée en bois. Evgeny avait le même. Boris se précipita à l'attaque. Son frère attendait qu'il frappe avec son épée, et il repoussa facilement le garçon avec sa main. Vous devez d'abord vous assurer que votre adversaire est à portée de main, puis balancer votre épée. Les lames de bois se croisèrent dans les airs. Evgeny a félicité son frère pour sa bonne attitude, et il repoussa la prochaine tentative de Boris de le frapper avec une épée. Mais le courage du garçon méritait d'être approuvé. Boris était contrarié de ne pas pouvoir atteindre son adversaire et se précipita sur son frère, oubliant l'épée. Il l'a juste poussé. Evgeny est tombé sur l'herbe avec un cri ludique, entraînant le garçon avec lui. Boris a demandé en riant pourquoi son frère était tombé, et Evgeny a ri en réponse. Deux hommes regardèrent les garçons jouer depuis la fenêtre du domaine. L'un d'eux a souligné que le jeune monsieur Eugène se soucie beaucoup de son frère, et monsieur Boris admire son frère aîné. Jürgen Zennemann, le chef de famille, n'était pas satisfait du comportement d'Eugène. C'est indigne d'un héritier. L'heure n'est plus au jeu. Les cris joyeux des enfants irritaient de plus en plus leur père. Lors des entraînements et des matchs avec le frère de Boris, un sentiment étrange ne l'a pas quitté. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il a continué à attaquer son frère. Il repoussa les coups du jeune homme avec son épée. Boris a trop réduit la distance, et Evgeny a crié avec enthousiasme que le garçon se tenait trop près. L'épée d'Eugène tomba et frappa Boris. Le garçon est tombé, et son frère s'est assis à côté de lui, et a demandé pardon pour son erreur. À ce moment-là, Boris ressentit pour la première fois la peur d'être tué. Soudain, un ouvrier du domaine a couru vers eux en criant que les garçons ne devaient pas revenir. Mon oncle, Vlad Zennemann, est de retour. Cette nouvelle a stupéfié les garçons. Boris se rendit compte qu'il était incapable de contrôler l'apparition de cette sensation étrange qu'il avait éprouvée toute la journée. Parfois, il est si fort qu'il devient annonciateur de problèmes. Vlad Zennemann était de très mauvaise humeur lorsqu'il s'est approché du domaine. La première chose qu'il fit fut de maudire le chien, qui aboya après lui en entrant.
Jürgen attendait son frère dans son bureau, avec une expression sombre sur le visage. Vlad est entré dans le bureau en disant qu'il n'avait pas vu son frère depuis longtemps. Et, dans ses pensées, il a conseillé à son frère d'accepter l'inévitable. Jürgen a répondu qu'il avait expulsé son frère il y a 5 ans et qu'il était toujours en vie. Dans quel but est-il revenu là où il avait semé la mort? Vlad a demandé sarcastiquement de quoi exactement son frère n'est-il pas satisfait. Il regarda autour de lui et remarqua que tout dans le domaine était pareil, sauf qu'il était devenu un peu délabré. Est-ce que Jürgen veut lui offrir à boire? Il avait été sur la route toute la journée pour discuter d'un sujet important avec son frère. Les serviteurs apportèrent 2 coupes de vin. Après avoir étanché sa soif, Vlad a demandé à son frère s'il se souvenait de leur enfance. La façon dont ils combattaient sur les champs de Longor et le bruit de leurs épées en bois pouvaient être entendus partout. Un jour, ils ont sauté l'entraînement et ont joué sur les collines toute la journée. Et puis, Jürgen a été réprimandé par son père. Il a dit que les aînés ne se comportent pas ainsi. Jürgen n'a pas soutenu les souvenirs sentimentaux et a directement demandé ce que voulait Vlad. Ensuite, Vlad a décidé d'aller droit au but. Jürgen doit savoir que l'électeur Khan, qui soutient Vlad, a l'intention de devenir chancelier lors des prochaines élections. Lorsque cela se produira, Jürgen, allié à un autre candidat, deviendra une épine dans le pied du chancelier. Vlad est revenu ici pour la survie de leur famille. Jürgen a conseillé à son frère de quitter le domaine s'il continuait à dire des bêtises. Vlad fronça les sourcils. Ce domaine appartient à tous les deux. Cela ne sert à rien de le chasser de sa propre maison. Jürgen a rappelé à son frère qu'il avait perdu depuis longtemps ses droits sur la succession. Jürgen était en colère. Ce scélérat a-t-il oublié comment leur sœur aînée est morte? C'est arrivé à cause de Vlad. Vlad n'était pas d'accord. Ce n'est pas sa faute. Jürgen ne put s'empêcher de crier que sans les sales tours de Vlad, leur sœur serait toujours en vie. Et son fiancé aussi. Vlad baissa la tête et leur rappela que leur sœur était devenue folle. Et celui qui ne l'a pas soignée et l'a laissée mourir est à blâmer. Son visage se tordit, et il cria sans retenir ses émotions que cet homme était Jürgen. Jürgen a jeté un verre de vin au visage de son frère. Comment ose-t-il lui lancer des accusations aussi sales à la face? Vlad essuya les éclaboussures de vin de son visage. Tant d'années ont passé, mais son frère n'a pas changé du tout. Les habitants de Trevage ont toujours été têtus. Leur famille est déjà déchirée par les factions. Jürgen pense-t-il que ses fils seront différents de lui et de son frère? Jürgen ne pouvait que crier à Vlad de sortir rapidement. Mais Vlad a poursuivi en disant que c'était la dernière chance pour Jürgen. Par souci de lien fraternel, il est prêt à oublier tous ses péchés et à pardonner à son frère. Et le chancelier Khan fermera également les yeux sur toutes ses actions. Si Jürgen donne volontairement le kit à Winterbat maintenant, Jürgen a pointé une épée sur Vlad et a exigé qu'il sorte. Il ne donnera jamais rien à personne. Un sourire diabolique déforma le visage de Vlad. La bêtise de son frère ne connaît pas de limite. Il se tourna pour partir. Voyons combien de temps cet imbécile pourra tenir avant de le dépouiller de tout. Lorsque la porte se referma derrière lui, Jürgen se tourna vers le secrétaire Tulku. Nous devons préparer tout le nécessaire. Le soulèvement commence. Les frères coururent dans le couloir du domaine. Evgeny portait Boris dans ses bras. Il a demandé où était son père, et le domestique a répondu qu'il était au 2e étage. Eugène a demandé où était le majordome, et le domestique a répondu qu'il s'était rendu sur la plateforme avant. Le domestique ouvrit la porte et dit à Eugène de se dépêcher. Il est temps d'utiliser le kit Winterbat. L'ensemble Winterbatum est une armure obtenue lors d'une bataille contre un seigneur étranger et 99 combattants ennemis. Il comprend une armure Snowguard et l'épée Winterer, obtenue après 30 ans passés à tuer d'innombrables ennemis. Trésor de la famille Zeneman, équipement que seuls les plus grands guerriers possèdent. Des rumeurs circulaient à son sujet depuis des décennies, mais désormais, comme prévu, il était entre les mains de son propriétaire. Evgeny est entré par effraction dans le placard, et une belle épée brillait dans sa main. Plus tôt cette année-là, au domaine Zeneman, Jürgen a appelé son fils Eugène pour l'accompagner. Il devait montrer quelque chose à son fils. Evgeny avait déjà entendu parler de leurs héritages familiaux, qui ont été transmis de génération en génération, après que le grand-père et l'arrière-grand-père d'Eugène aient vaincu de nombreux ennemis. Boris suivait lentement son père et son frère et écoutait tout attentivement. Jürgen a sorti l'armure, Winterer et Snowguard. En un mot, l'ensemble Winterbat. L'armure brillait d'une douce lumière dans l'obscurité du sous-sol. Evgeny était très surpris. Il pensait que ce n'était qu'un mythe de leur famille. Le père a répondu que le grand-père d'Evgeny avait laissé cet ensemble à ses frères dans l'espoir qu'ils le partageraient entre eux et que c'était son erreur. Ce n'est qu'en utilisant l'ensemble de l'ensemble ensemble que toute leur puissance peut être libérée. Cette année, Evgeny fête ses 20 ans, et en tant que futur chef de famille, il doit comprendre quel est son devoir. Si leur famille est en danger, Eugène doit prendre le kit Winterbat et s'enfuir. Ces paroles frappèrent le jeune homme.
A-t-il bien entendu? Est-ce que ton père t'a dit de fuir? Le père a confirmé que quoi qu'il arrive, Eugène doit survivre et protéger l'héritage sur lequel la famille Zennemann continue de vivre. Winterbottom ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Evgeny a promis qu'il le ferait. Le petit Boris a entendu toute la conversation entre son père et son frère. Le lendemain, Evgeny a montré à son jeune frère l'ensemble de l'armure. Ils étaient très beaux. Boris fut émerveillé par la beauté et la majesté de l'arme. Evgeny a invité Boris à choisir l'un des articles, malgré le fait que son père ait donné l'ensemble à son fils aîné. Boris pensa que l'armure serait difficile à porter et choisit une épée. Le frère a promis que lorsque Boris serait en âge de manier l'épée, il y renoncerait. Pour l'instant, Boris peut simplement tenir son épée. L'arme était trop lourde pour le petit garçon, et Boris faillit la laisser tomber. Son frère vint à son secours et appuya l'épée. Il a serré son frère dans ses bras et a promis qu'à partir d'aujourd'hui, Winterer serait l'épée de Boris. Il le lui rappelait à chaque occasion, et au fil du temps, Boris a cru à ses paroles. Mais il était trop petit, et se dit donc que l'épée appartenait très probablement à Eugène. Eugène, excité, dit alors à son frère que leur oncle avait déclenché un soulèvement, et qu'il devait agir selon le plan. Le majordome expliqua au petit Boris ce qu'était un soulèvement. Il n'y a pas de bien ou de mal dans les conflits entre membres d'une famille. Il n'y a que des gagnants et des perdants. Cela signifie que si de nombreuses personnes meurent, personne ne sera puni, reconnu ou pleuré. Puisque Boris appartient également à la famille, avec le temps, il comprendra tout. Mais si quelqu'un peut être sauvé et doit rester en vie, c'est bien Evgeny. Boris a donné l'épée à son frère sans hésitation. Le garçon voulait seulement que s'il mourait, Eugène le pleurerait. Eugène a déclaré qu'il prenait l'épée avec la permission de Boris et qu'il la rendrait dès que le soulèvement serait terminé. Boris répondit tristement qu'il ne pouvait même pas tenir l'épée dans ses mains. Le frère lui a rappelé qu'il l'avait toujours aidé et que Boris allait bientôt réussir. Le ciel nocturne à l'extérieur de la fenêtre s'est éclairé d'éclairs de lumière et des coups de feu ont retenti. Evgeny a dit sombrement qu'il ne restait presque plus de temps. Une foule avec des torches allumées a couru dans les rues. On a crié qu'aujourd'hui, le propriétaire du domaine Zennemann allait changer. Les défenseurs du domaine furent priés de rendre les armes et de reconnaître le nouveau maître. Jürgen, en armure, est sorti sur le balcon vers la foule émeutière et a exigé que les instigateurs déposent les armes. L'un des assaillants a agité la main et a dessiné des signes magiques dans les airs. Une sphère bleue planait au-dessus du domaine. Les soldats défendant le domaine avaient peur du sorcier et étaient prêts à fuir. Jürgen avait du mal à garder le moral, mais ensuite l'air trembla. Un énorme dragon blanc s'envola du cercle magique et les murs du domaine commencèrent à s'effondrer. Jürgen reconnut la créature du monde glacé de Krigar. Le serpent ouvrit sa gueule terrifiante et rugit. Jürgen était choqué que l'ennemi ait recours à un truc aussi sale. Il n'y avait que 3 personnes à Trivaje capables d'invoquer Krigar. L'un d'eux, Jürgen l'a vu dans la foule. L'archimagiste de l'électeur Khan, Jangun. Vlado a-t-il vraiment renforcé sa position auprès de Khan, au point que l'archimage ait été nommé son assistant? Jürgen a ordonné à tous les habitants de quitter le domaine et au 2e bataillon de conserver leur position. Un cri a été entendu parmi les habitants. La tour principale du domaine s'est effondrée. Evgeny a saisi la main de Boris et s'est préparé à s'enfuir ensemble. Mais il fut arrêté par un cri aigu de son père. Jürgen a décidé qu'Evgeny vivrait seul et que Boris resterait avec son père sur le domaine. Le père ne permettra pas à Evgeny d'entraîner l'enfant avec lui. Ne comprend-il pas que Boris a surtout besoin de protection maintenant? La confusion apparut dans le regard d'Eugène. Il s'est retourné et accouru. Le père et le fils courèrent dans l'autre sens, évitant les pierres volantes. Boris comprit que son père l'envoyait avec lui pour qu'il ne soit pas un fardeau pour son frère, qui devait survivre à tout prix et sauver l'héritage. Mais Boris fut de nouveau saisi par cette étrange prémonition. Il regarda le dos de son frère en fuite et il lui sembla que quelque chose allait arriver à Evgeny. Un monstre de glace planait au-dessus du domaine. Les gens l'ont fui avec horreur. Les assaillants sont passés à l'attaque et les soldats ont eu du mal à contenir l'assaut de la foule armée. Jürgen et son fils ont quitté le domaine. Le majordome a rapporté que la plupart des résidents avaient été sauvés. Mais le domaine lui-même est détruit. Boris a regardé avec des larmes sa maison disparaître sous les décombres. Jürgen a maudit Vlado, qui a détruit leur maison commune et a juré de se venger. Il ordonna au majordome de vérifier l'état des 1er et 2e bataillons. Le majordome ouvrit le portail et vit que la situation n'était pas en faveur des défenseurs. De plus, le domaine est impropre à l'usage. Jürgen ordonna de préparer une attaque sur 2 fronts. Il a ordonné que les soldats restants soient divisés en 2 groupes, qu'ils se retirent, se cachent et attendent son commandement. Boris a pleuré et crié qu'il y avait un monstre là-bas. Le père répondit avec irritation qu'il ne s'approcherait pas du monstre et que Boris devrait arrêter de pleurnicher et devenir un homme.
Le monstre ne peut pas toucher les êtres vivants de ce monde, car la moitié de son corps reste dans une autre dimension. Le majordome transmettait les ordres de Jürgen au commandant. Les soldats restants ont obéi, et se sont préparés à une autre embuscade. Jürgen a dit à son fils de les suivre lentement, et, lorsque la bataille commencerait, de courir sur le terrain. Boris a demandé tristement, où doit-il aller lorsqu'il traverse le terrain? Le père y réfléchit. Où le petit garçon sera-t-il en sécurité? Finalement, il a dit que le prochain chemin de Boris serait vers le lac Emera. Boris était abasourdi. Il y a un fantôme qui vit là-bas. Le père n'a pas eu le temps de consoler l'enfant, et il lui a crié dessus. Le garçon croit-il aux histoires de la nounou? Après cela, ose-t-il se qualifier de membre de la famille Zennemann? Puis il s'est calmé et a expliqué qu'à cause de ces stupides rumeurs, personne n'y irait, et que maintenant ce lac est l'endroit le plus sûr. Près du lac, il y a 3 arbres au tronc noir. Boris s'y cachera et attendra son père, et il viendra le chercher après la bataille. Le moment est venu pour le père de se séparer de son plus jeune fils. Jürgen se leva de toute sa hauteur et ordonna aux soldats d'attaquer l'entrée Estimated. Les soldats se sont précipités pour exécuter l'ordre du commandant. Et Boris se dit que son père avait raison, et que les histoires sur le fantôme n'avaient aucun fondement, et courut vers le lac. Les soldats de Jürgen attaquèrent l'entrée est du domaine. Un monstre survolait le bâtiment. Une bagarre s'ensuit. Vlado est sorti des portes du domaine avec une épée sanglante. Il sourit d'un air menaçant et menaça de tuer tout le monde. Il se précipita sur les soldats, et son épée tua tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il a appelé Jürgen pour le combattre. Où est son frère aîné, qui a toujours traité Vlado comme un déchet, et qui se cache désormais avec sa queue de rat entre les mains? L'un des soldats a crié qu'il avait retrouvé Jürgen Zennemann. Vlado se retourna au cri. Ce ne sera pas long maintenant. Bientôt, la lame noire de Hagrun sera remplacée par le Winterer blanc argenté. Des soldats ennemis ont encerclé Jürgen. Il entra en bataille contre les envahisseurs. Mais Vlado s'est glissé par derrière et a frappé son frère avec une épée par derrière. Du sang jaillit de la blessure, et Jürgen ne pouvait pas rester debout. Il chancela et se tourna vers Vlado, qui le frappa de nouveau avec son épée. Vlado feint de regretter que son frère ait vieilli et ne soit plus le même qu'avant. Du sang coulait de la bouche de Jürgen Zennemann mourant. Le majordome courut à son secours. Vlado a crié qu'il serait le prochain et a attaqué le serviteur. Mais un éclair brillant dans le ciel a aveuglé toutes les personnes présentes dans la clairière. Et puis le brouillard s'épaissit. Les soldats ne se voyaient pas et errèrent dans la forêt. Le majordome se retrouva à côté de Jürgen. D'une main, il créa un sceau magique. Vlado n'a pas pu vaincre le pouvoir du sceau et s'approcher de son frère blessé. Il a crié qu'il ne laisserait pas Jürgen s'échapper si facilement et sauver sa peau. Mais je ne pouvais rien faire. Le majordome disparut avec son maître dans un nuage de brouillard. Le visage de Vlado se déforma de colère. Il a ordonné de retrouver les fugitifs. Le petit Boris a couru vers le lac et a déformé les arbres au tronc noir dont son père lui avait parlé. Finalement, il les trouva et s'assit au pied de l'arbre. Le garçon respirait lourdement. Son père a promis qu'il viendrait le chercher. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Soudain, le silence de la nuit fut brisé par des bruits étranges. Boris avait très peur. Est-ce son père qui est venu, ou le monstre le cherche-t-il? Soudain, les bruits s'arrêtèrent, et le garçon s'envola dans les airs, attrapé par les rubans rouges. Un énorme monstre l'a attaqué. C'était le fantôme du lac. L'idée traversa l'esprit de Boris que la nounou avait raison. Mon père ne le savait-il pas vraiment? Y a-t-il un monstre dans ce lac? Le garçon ne voulait pas mourir. Il luttait désespérément contre ses liens et appelait son père et son frère à l'aide. Soudain, les cordes avec lesquelles il était empêtré se détachèrent sous le coup de l'épée, et le monstre fut tué. Quelqu'un est venu en aide à Boris. Boris est tombé au sol et s'est cogné violemment. L'impact lui a donné le vertige. Avec ses dernières forces, il releva la tête et aperçut la silhouette de son frère dans la lumière éclatante de la lune. Evgeny n'était pas moins étonné que Boris. Pourquoi le garçon est-il ici? Il serra fort son frère dans ses bras. Le garçon aurait pu mourir. Boris pouvait à peine prononcer que son père l'avait envoyé ici. Evgeny ne pouvait pas croire que son père avait envoyé son fils seul ici. Boris, à son tour, a demandé ce qu'Evgeny faisait ici. Il était censé garder Winterbat. Evgeny a répondu qu'il n'était jamais d'accord avec son père sur cette question. Pour lui, la famille est plus importante que n'importe quelle relique. À quoi servent-ils si des membres de la famille décèdent? Notre vie n'est pas interminable. Ils ne pourront pas protéger éternellement le patrimoine. Et il protégera son frère aussi longtemps qu'il vivra. Une certaine lumière apparut au loin. Les frères se méfiaient. Evgeny a dit à Boris d'écouter attentivement. L'oncle n'est pas leur seul ennemi. Derrière lui se tient l'électeur Khan. C'est lui qui a envoyé tous ces guerriers et magiciens ici. L'électeur Khan veut reprendre Winterbat et gagner la loyauté et la coopération de la famille Zennemann. Pour que son plan fonctionne, l'électeur a décidé de retirer leur père du jeu. Mais le père savait tout, et ordonna donc à ses fils de s'enfuir.
Un portail commença à s'ouvrir à côté des garçons. Soudain, le portail s'approcha et un majordome et Jürgen blessés en sortirent. Il s'appuya lourdement sur l'épaule du domestique. Le majordome a déclaré que Jürgen avait été blessé par Agron, la lame noire que Vlado avait reçue de l'électeur Khan. Il est doté d'un puissant poison qui ne permet pas à l'organisme de récupérer. Même la magie du majordome était impuissante. Le majordome était surpris que Eugène ne soit pas encore allé loin, mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Evgeny a déclaré qu'ils avaient vu une lumière venant de la direction du domaine. Le majordome soupçonnait que les ennemis avaient activé l'œil du Kir, un sort de vision accrue. Grâce à lui, le magicien Jong-un trouvera même une aiguille dans une botte de foin en une demi-journée. Et si les enfants voyaient un éclair de lumière, alors ils avaient déjà été découverts. Nous ne pouvons qu'espérer que la chance soit du côté de Jürgen. Et M. Eugène doit partir immédiatement. Il doit suivre les souhaits de son père et se protéger ainsi que la relique. Les cavaliers couraient déjà à travers la forêt et les champs en direction du lac. Vlado a volé en avant et a maudit ses neveux intrépides, qui se sont précipités vers le lac Emera, au lac interdit, qui fait peur aux habitants de Longor depuis l'Antiquité, à l'endroit terrible qui lui a enlevé sa sœur unique, la seule personne de la famille Zeneman que Vlado chérissait. Seulement, elle traitait les deux frères de la même manière. Et puis elle est morte, et Vlado vit depuis lors dans un cauchemar. Lorsque sa sœur tomba amoureuse d'un jeune homme d'une autre faction, Vlado ne put pardonner à son frère de lui avoir donné sa bénédiction pour le mariage. Jürgen pensait qu'il ne pouvait que souhaiter du bonheur à leur sœur, mais Vlado a trouvé comment récupérer sa sœur. Il est venu à Yeni, et a rapporté que son fiancé était allé au lac Emera. Yeni avait très peur, car de terribles rumeurs circulaient à propos du lac. Elle a couru vers le lac. Le plan de Vlado a fonctionné. Sur le chemin du lac, son serviteur Vlado devait la kidnapper. Le frère ne pouvait pas laisser partir sa sœur. Mais le plan de Vlado a échoué. Le domestique était en retard. À cause du fantôme du lac, la jeune femme est devenue folle. Vlado a été choqué par ce qui s'est passé. Yeni n'aurait pas dû s'approcher du lac. Jürgen a crié à son frère que même s'il était contre les fiançailles de sa sœur, il n'aurait pas dû le faire. Le médecin n'aidera pas ma sœur. Elle n'appartient plus à ce monde. Vlado s'est excusé en disant qu'il ne pensait pas que le timide Yeni s'approcherait du lac. Et comment pouvait-il savoir que le fantôme existait réellement? Ces excuses n'eurent aucun effet sur la décision de Jürgen. Il a déclaré que désormais Vlado n'appartient plus à la famille Zeneman. Il ordonna aux domestiques de retourner au domaine. Lui-même connaissait un moyen de tout réparer. Il a tiré son épée. La folie provoquée par un fantôme ne peut être guérie qu'en tuant la personne infectée. Vlado a crié que son frère ne devait pas faire cela, mais les serviteurs de Jürgen l'ont tenu fermement. Vlado, pris d'une soif de vengeance, ordonna aux soldats de fouiller chaque centimètre carré de la forêt. Les soldats ont commencé à exécuter l'ordre, mais des bruits étranges ont été entendus dans l'obscurité, et des monstres sont entrés dans la clairière. Vlado est entré dans la bataille avec les morts vivants. Il les abattit avec son épée, et ordonna aux soldats de ne pas battre en retraite. Il sentit la puanteur nauséabonde du lac Emera. Les monstres attaquaient les gens. Vlado avait peur, mais s'il parvenait à vaincre son frère, il détruirait tous les fantômes ignobles. Pendant ce temps, le majordome a dépêché Eugène pour accomplir la volonté de son père et partir pour sauver les reliques et la vie. Le portail brillait au-dessus d'eux. Evgeny a fermement répondu qu'il ne partirait pas, mais qu'il resterait pour protéger son père et son petit frère blessés. Le majordome a entendu que Vlado Zeneman approchait et que le danger était très grand. Eugène a répondu que Winterbottom existe pour combattre et résister au danger. Son père a sa propre voix et Evgeny a la sienne. Boris comprenait son frère. Il ne voulait pas non plus vivre dans un monde où il n'y aurait ni père ni Eugène. Evgeny regarda affectueusement son frère. Il considérait comme un honneur de mourir ensemble de son plein gré. Le majordome a déclaré qu'il éloignerait toute la famille Zeneman de Vlado et combattrait leurs ennemis jusqu'au bout, les protégeant. Laissez les enfants rester en retrait. Eugène a promis qu'il ne reculerait pas lorsque viendrait le temps de se battre. Boris a compris pourquoi les yeux de son frère étaient inhabituellement bleus aujourd'hui, et le sourire est exceptionnellement éclatant. C'étaient des signes avant-coureurs de problèmes. Le majordome a conduit toute la famille au lac. Jürgen regarda l'eau scintillant au clair de lune et pensa que sa sœur Yeni était là, piégée par un mauvais esprit. Son âme restera à jamais inconsolable. Il prononça doucement le nom de sa sœur. De l'obscurité sortit la voix moqueuse de Vlado, disant qu'il cherchait sa sœur trop tard, sans même l'honorer d'une tombe. Vlado et les soldats se rendirent au bord du lac. Il a ajouté que la sœur devrait être heureuse de revoir le frère qu'il a tué d'un coup d'épée. Jürgen réalisa que Vlado n'admettrait jamais son erreur, et parler ne changera rien ici. Il sortit son épée et attaqua son frère. Vlado était également heureux de résoudre cette querelle de longue date, jusqu'à ce qu'un fantôme aux yeux rouges apparaisse. Il a riposté.
Jürgen a frappé et a crié qu'il avait épargné la vie de Vlado, mais il n'a jamais réalisé son propre péché. À cause de sa vanité, il a fait de Jenny la victime d'un fantôme. Le combat a continué. Le majordome dressa un bouclier qui retenait les morts se précipitant vers les gens. Vlado était fou de rage et a exigé que son frère arrête de lui reprocher la mort de sa sœur. Ce n'est pas lui qui lui a ôté la vie, mais Jürgen. Et maintenant, ils vont se battre jusqu'à ce que l'un d'eux meure, jusqu'à ce que le fantôme aux yeux rouges apparaisse. Les frères se sont battus avec acharnement et chacun voulait se venger. Eugène était entouré de morts ressuscités. Il dégaina son épée et attendit l'attaque. Boris se tenait derrière lui. Eugène dit rapidement aux garçons que le fantôme avait pris leur tente à un moment donné. Lorsque le fantôme apparaît, Eugène ne sait pas s'il pourra protéger son frère avec l'aide de Snowguard et Winterer, mais il est obligé de le faire. Eugene dégaina Winterer, et celui-ci brillait d'une lumière argentée. Boris sentit que quelque chose n'allait pas et appela bruyamment son frère. Eugène vit le fantôme approcher. Boris a découvert que tout autour de lui avait disparu et qu'il se trouvait dans un vide lumineux. Le garçon a appelé son frère à haute voix, mais personne ne lui a répondu. Il flottait dans les airs, qui s'enveloppèrent progressivement d'un brouillard sanglant. Un rire grinçant sortit du brouillard, et une voix dit qu'il n'avait jamais vu un enfant aussi doux. Boris sentit qu'il volait quelque part et cria de toutes ses forces. Il s'est réveillé par une journée ensoleillée dans une clairière verte au milieu de la forêt. Le garçon ne comprenait pas où il se trouvait. La voix du frère l'appelait par son nom. Le garçon se retourna et vit Eugène marcher vers lui. Il portait un bol d'eau pour le donner à son frère, qui venait de se réveiller. Evgénie a souri affectueusement et a demandé pourquoi Boris le regardait comme ça. Le garçon a-t-il fait un cauchemar? Boris, sans dire un mot, se précipita vers son frère et le serra fort dans ses bras. Evgénie a serré Boris dans ses bras et a confirmé qu'il était son frère. Qui d'autre pourrait être ici? Mais Boris sentait que quelque chose n'allait pas ici. Il était définitivement au lac Emera, où son père s'est battu avec oncle Vlado. Et lui et Evgénie se préparaient à un combat avec des fantômes. Mais ce qui s'est passé alors, Boris ne s'en souvenait pas. Evgénie a décidé qu'ils avaient besoin de plus d'eau et qu'il allait l'apporter. Il s'est dirigé vers le ruisseau. Mais Boris l'a arrêté et lui a demandé où ils étaient. Eugénia répondit qu'ils se trouvaient désormais sur le territoire de la famille Guillem, au nord de Longor. Ils sont arrivés ici sur ce cheval. Boris a bien dormi tout le long du trajet. Boris a demandé où était leur père. Evgénie a hésité mais a répondu qu'il était allé ailleurs. Tout s'est mal passé et ils ont décidé de se séparer. Boris s'inquiétait de la façon dont ils se retrouveraient. Eugene a répondu que le majordome Tulk les contacterait bientôt en utilisant la magie. Et les garçons peuvent rendre visite à leur grand-mère ou aller chez le prince Kashi. Boris a demandé s'ils ne pouvaient pas demander de l'aide à qui que ce soit, mais vivre comme des roturiers. Evgénie a répondu qu'il était peu probable qu'ils réussissent. Ils avaient toujours été sous la tutelle de nombreuses personnes. De plus, cette année, la récolte a été mauvaise, et il est peu probable qu'ils soient acceptés dans les colonies. À ce moment-là, l'estomac de Boris grondait de faim et Evgénie suggéra d'aller au village et d'acheter de la nourriture. Ils entrèrent dans une petite auberge d'un village voisin. Evgénie a demandé à la propriétaire de louer une chambre pour lui et son frère. L'hôtesse regarda les garçons avec mécontentement et annonça le prix. Evgénie sortit une pièce d'or et la jeta sur le comptoir. L'hôtesse a crié fort que de riches messieurs étaient venus les voir. Qu'est-ce qui les a amenés à cette pauvre auberge? Les visiteurs ont commencé à prêter attention aux garçons. L'hôtesse leur a donné la clé de la chambre et Evgénie a commandé le déjeuner. Les garçons se sont mis à table, accompagnés de conversations insatisfaites sur le fait que les enfants riches n'ont aucune idée de la façon dont les gens vivent et ne font que s'amuser. Un serviteur au sourire méchant s'approcha de leur table avec une assiette à la main. Il l'a posée sur la table. Et il a demandé comment les jeunes messieurs aimeraient un tel plat. Boris a regardé et a failli vomir. Il se couvrit la bouche avec sa main. L'assiette était pleine de verre et la nourriture était gâtée. Surpris, Boris tomba de sa chaise. Le serviteur a insisté pour que le jeune maître goûte leur plat signature. Un des visiteurs a suggéré de montrer à ces messieurs comment ça se passe. Evgénie a répondu calmement qu'il observerait avec intérêt comment le gars mangerait au moins une cuillerée. Mais il rit et répondit qu'il n'avait pas faim au point de manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Evgénie attrapa l'homme insolent par le cou et appuya son museau insolent contre la table. On ne peut pas refuser un plat signature. Maintenant, le gars est leur invité et le laisse s'asseoir à leur table. Il ramassa une cuillerée du terrible gâchis et la porta à la bouche du gars. Il a crié d'horreur qu'il ne voulait pas le manger. Il demande pardon, il avait tort. Evgénie a jeté la cuillère. Il n'est pas si terrible qu'il donnerait des verres à une autre personne. Il lâcha l'homme insolent et dit à Boris qu'il partait. Mais la foule n'allait pas les lâcher si facilement. Des paysans armés de gourdins se sont rassemblés pour attaquer les garçons. Evgénie s'est balancée et a repoussé les attaquants d'un seul coup. Winterer lança un regard menaçant dans sa main.
même s'il n'avait pas l'intention de l'utiliser. Sinon, il aurait tué toutes les personnes présentes. Il a juste ramassé une chaise et l'a lancée sur ces salauds. La foule n'allait pas reculer. Ils entourèrent le jeune homme. L'un des paysans s'est faufilé et a pris Boris en otage. Evgeny n'a pas risqué la vie de son frère et s'est rendu au scélérat. L'un d'eux s'est approché des frères avec une assiette, avec la ferme intention de les nourrir. Il serra fermement les mâchoires de Boris pour le forcer à ouvrir la bouche. Boris a farouchement résisté. Evgeny a essayé d'arrêter les salauds pour qu'ils n'abusent pas de l'enfant. Celui qui venait de demander pardon conseilla moqueusement à Evgeny de tout manger pour son frère. Evgeny a immédiatement accepté. Le salaud a ri et a crié à ses complices que l'aristocrate accepterait leurs conditions. Eugène avala une cuillerée de verre en regardant attentivement le salaud dans les yeux. Tout le monde se tut aussitôt, abasourdi. Ce gars est fou. Après quoi Eugène a dit qu'il s'appelait Eugène Zennemann, il était le fils aîné de Jürgen Zennemann, Lord Longord, et il défie le salaud en duel. L'apparence du jeune homme n'augure rien de bon pour son adversaire. Cela a fait forte impression sur les personnes présentes. Est-il vraiment le fils d'un seigneur? Désormais, tout le monde aura de gros problèmes. Eugène a exigé que ce salaud prononce son nom. Il répondit sombrement qu'il s'appelait Guit Filoneda. Evgeny a répondu qu'il devait maintenant tuer Guita et qu'il le ferait. Le scélérat s'est rendu compte que ses heures étaient comptées, mais Eugène a continué en lui donnant une chance de se racheter. Pendant le duel, laissez-le admettre sa culpabilité et s'allonger face contre terre. C'est alors seulement qu'Eugène l'épargnera. Ou encore, le jeune homme le jure sur l'honneur de toute sa famille. Il forcera Guit à manger tout ce qui reste dans l'assiette. Eugène saisit la poignée de Winterer. Boris avait déjà vu son frère manier une épée, mais n'avait jamais assisté à son duel. Devant lui se trouvait une personne complètement différente. Eugène ordonna à l'ennemi de dégainer son épée. Guit ne croyait pas que ce jeune homme allait vraiment le tuer. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit quelle épée Eugène utiliserait pour se battre. Il avait déjà entendu parler d'une lame similaire qui brillait d'une lumière surnaturelle. De nombreuses légendes ont été racontées à propos de cette lame. Est-ce vraiment le même Winterer? Les rumeurs n'étaient donc pas vraies. Il est dangereux de combattre face à face un tel ennemi. Guit décida que le meilleur moyen serait d'attaquer en premier. Evgeny a habilement repoussé l'attaque de l'ennemi. Les épées se sont heurtées dans les airs. Guit a ressenti la force et la puissance de son adversaire et sa détermination à aller jusqu'au bout. Evgeny a jeté son adversaire de côté et a réduit la distance entre eux. Guit s'arrêta, regardant avec fascination l'épée mythique entre les mains de son adversaire. Eugène était prêt à porter le coup décisif. Guit décide d'attaquer à nouveau afin de surprendre son adversaire. Mais un coup de Winterer a tout décidé. L'épée de Guita a été coupée en deux. Guit n'en croyait pas ses yeux. Un fragment pathétique est resté entre ses mains. La foule des spectateurs commença à faire du bruit. Comment une épée pouvait-elle être coupée si facilement? Guit s'assit par terre et Eugène leva son épée au-dessus de sa tête. Tout est fini. De toutes ses forces, Guit a crié qu'il demandait grâce. Il accepte pleinement la défaite et la victoire de son adversaire. Eugène lui tendit un bol et exigea que Guit mange de tout. Guit n'avait d'autre choix que d'obéir. Crachant et soupirant, il a tout fait pour sauver sa vie. Evgeny a appelé Boris et ils sont montés dans leur chambre. Là, Boris a demandé à son frère ce qu'il voulait demander depuis longtemps. Evgeny s'est rendu compte que son frère s'inquiétait de quelque chose et a promis de répondre à toutes ses questions. Boris était content que son frère ait gagné le combat et il allait bien. Mais à un moment donné, Boris a senti que son frère avait beaucoup changé. Il est devenu complètement différent. Cela ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'avait pas le choix et son père l'aurait félicité pour un tel comportement. Evgeny a répondu que Brice avait tout bien compris. Personne ne connaît mieux le jeune homme que son jeune frère. Evgeny comprend désormais que son père avait raison. Désormais, il agira selon sa volonté. Et Boris ne doit pas laisser la sympathie lui rendre le cœur tendre. Si Evgeny pouvait protéger Boris pour toujours, il serait heureux que son frère devienne un homme au bon cœur. Mais il ne peut pas toujours être là. Boris a sa propre voie. Pour le trouver, il doit devenir vraiment fort, prêt à relever tous les défis. Mais si Boris ne peut pas devenir un rocher, qu'il devienne une coquille. Il va claquer l'évier pour que personne ne puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce monde ne le laissera pas tranquille. Boris écoutait attentivement son frère. Il est probable qu'Evgeny s'est également fermé à la cruelle réalité. Eugène a dit qu'il était temps pour son frère de dormir, mais qu'il ne retire pas son armure. Le danger n'est pas encore écarté. Eugène sera de garde pour que le garçon puisse dormir paisiblement. À l'aube, ils partiront. Boris s'allongea sur le lit, et Evgeny s'assit à côté de lui. Boris avait déjà commencé à s'endormir, mais il était alarmé par des bruits étranges. Il ouvrit les yeux et se figea de surprise. Son frère fort et courageux a pleuré. Boris sentait qu'il devait dire à son frère que tout irait bien, mais il ne pouvait pas dire un mot. Alors ils restèrent silencieux,
Boris fit semblant de dormir profondément, et Evgeny retint ses larmes et pensa que son frère ne voyait rien. Le lendemain matin, les frères partirent par la route. Boris était assis sur un cheval et Evgeny marchait. Boris n'arrêtait pas de penser à son frère qui pleurait, et réalisa qu'il devait lui dire quelque chose. Mais la seule chose à laquelle il pensait était de demander à son frère le nom de la fleur au bord de la route. Evgeny répondit brièvement que c'était un bleuet. Avant, il aurait commencé à raconter des légendes et des faits intéressants. Mon frère a-t-il vraiment oublié toutes les histoires sur les fleurs? Ils marchèrent jusqu'au coucher du soleil, mais ne rencontrèrent aucun village le long de la route. Nous avons dû installer un camp pour nous reposer. Les frères étaient assis près du feu dans un silence abattu. Soudain, Evgeny se méfia et ordonna à Boris de prendre l'épée. Le jeune homme se tourna vers les buissons et demanda pourquoi cet idiot les avait suivis jusqu'au bout. Se cacher maintenant? Est-il un lâche avec autant d'associés? Un homme et Git sortirent dans la clairière, entourés d'une foule d'hommes hostiles. Evgeny a noté que Gita avait de nombreux assistants. L'un des visiteurs a ri. Ils ne sont pas là pour venger Guita. Le noble fils ne comprend pas dans quelle situation il se trouve. Il s'intéresse à Winterhair, que Eugène tenait entre ses mains. C'est l'épée que la famille Zennemann cache depuis des décennies. Eugène s'est rendu compte que révéler son identité à ces personnes était une erreur. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas boire autrement. Les assaillants se sont précipités pour attaquer pour prendre l'épée d'Eugène. Evgeny a repoussé les attaques de plusieurs personnes. Son épée repoussait tous les coups de lame. Des canailles comme eux n'osent même pas rêver de prendre possession de Winterhair. Les attaques d'Evgeny étaient rapides et précises. Les adversaires ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire face au jeune homme, mais ils avaient un atout caché. Boris a vu ce que les scélérats allaient faire, et a crié à Evgeny d'être prudent. Une étoile du matin s'envola de la forêt sur une chaîne qui s'enroulait autour de l'épée légendaire, et contraint tous ses mouvements. Un grand homme sortit des buissons, tenant une chaîne à la main. Le gars est doué avec une épée, mais maintenant c'est fini. La chaîne maintenait solidement l'épée, et Eugène. La situation était très dangereuse. Winterhair s'éclaira d'une lueur bleue, et la chaîne se brisa en maillons. Ce rayonnement était si fort qu'il aveuglait tout le monde. Les gens se couvraient, les yeux de panique. La chaîne de fer s'est brisée en morceaux. Peu de gens étaient capables de voir de leurs propres yeux sur quoi les rumeurs se répandaient. Un pouvoir légendaire qui abaisse la température d'un objet à une température extrêmement basse et le déchire en morceaux. L'espace glacial de Winterhair. Le chef des bandits a apprécié le courage et les compétences d'Evgeny. Mais ne sera-t-il pas contrarié si son petit frère a un trou dans le ventre? Le garçon est trop jeune pour mourir. Si Evgeny avait été seul, il lui aurait été facile de briser le cercle des bandits. Mais il était accompagné de son jeune frère. À cette époque, Boris parlait. 12 ans. Ce n'est pas peu de temps pour comprendre le monde. Les bandits écarquillèrent les yeux. De quoi parle le garçon? Le garçon a ajouté qu'il savait quand il était temps de mourir, et certainement pas aux mains d'une racaille. Il pointa son épée sur le chef. Il n'avait pas peur des menaces du petit garçon et lui lança sa hache de guerre. Boris a répondu à cette attaque avec un coup d'épée, en la pointant vers le ventre non protégé de l'ennemi. Evgeny a couru en criant pour aider son frère. Le chef était sûr que le garçon répondrait désormais de son arrogance. Mais son sang a coulé. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Evgeny a couru vers son frère et l'a repoussé. Le chef des bandits tomba à terre. Les membres du gang, stupéfaits, se sont approchés de leur capitaine. Une flèche sortait de son cou. Le mois suivant, les bandits furent paniqués. Ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans une embuscade et s'enfuient. Evgeny se leva et serra fort son frère dans ses bras. Ils ont failli être touchés par une flèche, mais tout s'est bien passé. Le jeune homme se demandait aussi qui avait tiré. 4 hommes vêtus de manteaux sortirent dans la clairière. Des cagoules couvrirent leurs visages. L'un d'eux a dit que les gars se sont bien battus. Evgeny n'attendait rien de bon de ceux qui sont venus. Il pointa son épée sur eux et leur demanda de se présenter. L'un des hommes a répondu que l'homme devait être plus poli envers ses sauveteurs. Evgeny a répondu que s'il s'agissait d'un acte altruiste, alors il le remercie. Les hommes ont ri. Et s'il n'est pas altruiste, ce gars a-t-il quelque chose à payer? Les hommes s'assirent près du feu. Evgeny a vu qu'ils connaissaient clairement leur affaire et traitèrent facilement avec le gang. Mais sont-ils des alliés ou des ennemis plus redoutables? Il remercie encore une fois les hommes pour leur aide. Ils se sont présentés. Valskamp et Joachim. Romabak Yule, connu sous le nom de Romabak de Bolt. Evgeny a hésité et n'a pas osé donner son nom. Rombak a noté que le jeune homme ne leur fait pas encore confiance, ce qui est compréhensible. Ils peuvent partir si leur présence cause des désagréments aux frères. Bien sûr. Evgeny a répondu que tout allait bien et que ceux qui venaient pouvaient rester. L'un d'eux a lancé une pomme à Boris. Boris l'a attrapé mais n'était pas pressé de le manger. Yannicka sourit et assura que la pomme n'était pas empoisonnée.
et elle se tourna vers Eugène en disant que son jeune frère était encore trop petit pour errer dans un tel désert. Les hommes ont déclaré qu'ils se déplaçaient pour accomplir différents travaux. Parfois, ils vont quelque part pour faire des affaires rentables. Les frères ont-ils entendu parler du pays des mortels? Il était une fois un royaume magique légendaire de Canapoli, où les colonnes étaient recouvertes d'or et le sol était recouvert de pierres précieuses. Mais la guerre a tout détruit. Il ne reste plus qu'un terrain vague où errent les morts vivants et les fantômes, déchirant les gens. Le pays des mortels est un endroit dont on ne revient pas vivant. Les frères écoutèrent cette histoire avec étonnement. Evgénie a déclaré qu'il était difficile de croire qu'ils en étaient surrevenus vivants. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez entrer et sortir facilement. Rombach montra à Eugène la pointe de sa flèche. Est-ce que le gars voit du liquide dessus? Il faut y faire attention. C'est un poison qui peut tuer même un fantôme. Janica interrompit Rombach. En fait, ils ne sont pas entrés sur le territoire de Canapoli. Ils se contentaient de se promener dans ses environs et de récupérer les bibelots dorés que les habitants portaient auparavant. Elle a montré aux frères un bracelet en or, sur lequel le dessin a été gravé. Boris commença à l'examiner avec intérêt. Il représente des gens dansant. Le travail est très délicat. Boris n'avait jamais vu la ville d'or, mais en regardant ce bracelet, il pouvait l'imaginer dans les moindres détails. Du sable scintillant sous le soleil brûlant, d'imposantes colonnes dorées et des toits de temples incrustés de rubis. Tout cela était incroyable, mais le garçon ressentit à nouveau un mauvais pressentiment. À l'aube, toute la compagnie entra dans la taverne. Le propriétaire connaissait les visiteurs. Il a noté qu'ils avaient l'air fatigués. Ils ont expliqué que des difficultés étaient apparues et qu'ils ne pouvaient pas passer la nuit en plein air. Nous avons donc marché toute la nuit pour nous arrêter ici. Evgénie pensait que lui et Rato ne pouvaient pas dormir parmi les cadavres et ont suivi leur nouvelle connaissance. Janica a jeté les clés de la chambre aux frères et leur a conseillé de bien se reposer. Les autres se sont également couchés après une nuit difficile. Les frères ont également décidé qu'ils pourraient respirer et passer une bonne nuit de sommeil. Il n'y a personne d'autre pour les chasser. Vous pouvez vous reposer en paix. Le petit Boris jouait dans le jardin sous un arbre avec un cheval de bois, quand soudain quelqu'un l'appela par son nom. Il s'est retourné et a vu un homme debout devant lui. Boris ne savait pas de qui il s'agissait. L'homme sourit et répondit qu'il était l'oncle de Boris. Est-ce amusant pour un garçon de jouer seul? Un oncle peut montrer à son neveu ce qu'est le vrai plaisir. Il a ramassé Boris et l'a jeté en l'air. Le garçon a vraiment aimé. Son oncle le tenait dans ses bras et lui disait que le garçon n'oublierait jamais cela et qu'il voulait voir l'expression du visage de Boris. Il transporta le garçon jusqu'à un puits, situé à proximité. Boris a eu peur et a crié à son oncle de le laisser partir. Mais il a soulevé le garçon par-dessus le puits et il le jeta avec une expression diabolique sur le visage. Boris s'est réveillé et s'est retrouvé allongé, attaché sur le sol en pierre. Evgénie, ligotée, était agenouillée à proximité. Lorsque Boris a demandé où il s'était retrouvé, Evgénie a répondu que Winterer avait disparu et qu'il devait sortir d'ici. Evgénie éclata de rire. Il fallait être dans une telle situation. Lui aussi n'était qu'un enfant qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde. Mais il espère que lorsque Boris sera grand, il sera plus intelligent et ne se laissera pas tromper. Maintenant, ils doivent aller rembourser intégralement ceux qui ont osé les tromper. L'aubergiste fut repoussé par le coup violent. Evgénie a de nouveau posé la question, qui les a attachés à son frère et les a enfermés. Le propriétaire s'est déjà rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de s'impliquer dans cette affaire. Mais ils ne lui ont pas dit que le garçon était très difficile et savait se battre. Il ne les aurait jamais aidés si ce scélérat n'avait pas eu le contrôle sur lui. Evgénie n'a pas compris de quel genre de scélérat cet homme parlait. Le propriétaire de l'hôtel lui a répondu qu'il s'agissait bien sûr de Yannick. Son gang a vendu les garçons au groupe de mercenaires Golden Spear. Ils utilisent les gens comme main-d'œuvre jusqu'à ce qu'ils paient une rançon. Ils viendront bientôt chercher les garçons. Evgénie a demandé où se trouve maintenant le gang de Janica. Koyain a répondu qu'ils étaient à la taverne Helmer. Ils travaillent généralement la nuit. Ils seront donc de nouveau sur la route aujourd'hui. Evgénie a dit à Boris qu'il devait se dépêcher. Ils arrivèrent à la taverne Helmer alors qu'il commençait à faire nuit. Eugène a dit à Boris de se cacher et de regarder ce qui se passait. Et il entra lui-même dans la taverne avec l'idée que les trompeurs et les traîtres devraient être punis avec une sévérité particulière. Faites voir à Boris qu'il fait cela pour lui-même. Eugène aimerait vraiment que son frère reste un enfant gentil et innocent le plus longtemps possible. Mais ils n'ont pas le temps pour cela. Les gens dans la taverne discutaient de la nouvelle selon laquelle une autre famille noble avait récemment été détruite. Eugène remarqua que seuls Kimb et Joachim étaient assis à table. Où sont les autres? Il prit une assiette parmi la montagne de plats. De son autre main, il prit la poignée de l'épée et s'approcha des hommes par derrière en leur disant « Est-ce qu'ils s'appelaient ?» Les hommes n'ont pas fait attention au serveur avec l'assiette et ont répondu qu'ils en avaient assez de tout. Ensuite,
Evgeny a dit qu'une dame les avait interrogés dehors. Camb a déclaré avec surprise que Yannicka était allée à la rencontre des marchands, et elle a dit qu'ils se retrouveraient au village. Ce n'est pas encore l'heure d'une réunion. Puis ils levèrent les yeux vers le serveur, et leurs visages étaient déformés par la peur. Eugène les regarda attentivement. Il a frappé Joachim au visage avec l'assiette. Et avec une épée, il plaqua la main de Joachim sur la table. Joachim hurla d'horreur. Camb n'a même pas reconnu Evgeny. L'alcool lui a enlevé toute la mémoire. Eugène a dit qu'il était venu récupérer son épée. Camb se releva d'un bond et attaqua le jeune homme avec son épée. Eugène para le coup avec son épée. Il posa à nouveau la question. Où est son épée? Camb a continué à attaquer et a crié que le gars ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. L'épée d'Eugène a transpercé la défense de Camb et s'est retrouvée dangereusement près de son cou. Camb n'était pas seulement un voleur, il était aussi un scélérat pompeux, a noté Eugène. Qu'il dise où est l'épée, sinon il coupera la main de Joachim. Camb réfléchissait frénétiquement à ce qu'il devait faire. Il vit que le garçon ne plaisantait pas. Joachim ne s'enferma pas et dit que Yannicka avait l'épée. Elle et Rombach envisagent de le vendre et de partager l'argent. Camb a crié de manière menaçante à son camarade de se taire. Yannicka ne leur pardonnera pas cela. Il échappe au coup d'épée d'Eugène et se libère. Après quoi il s'est enfui de la taverne, annonçant finalement que Yannicka viendrait chercher les têtes des hommes. Joachim était vraiment désolé de s'être mêlé à cette sale affaire. Yannicka envisage très probablement de garder l'épée pour elle. L'arme principale de Rombach est une arbalète. Alors il persuade Yannicka de vendre l'épée et de partager les bénéfices. À minuit, Yannicka rencontre un groupe de mercenaires à l'entrée nord du village. Si elle voit Evgeny, elle se précipitera pour le remettre à ce groupe. Evgeny doit se rappeler que Yannicka Goss est une femme dangereuse. Eugène comprit qu'il pouvait le regretter, mais il laissa partir Joachim. Il ne savait pas s'il pourrait récupérer son épée, mais il conseilla aux bandits de ne plus se mettre en travers de son chemin. La nuit est venue. Les frères traversèrent le pont jusqu'au lieu de rendez-vous des bandits. Evgeny a dit que tout ce qui s'était passé était terrible. Et puis cela ne fera qu'empirer. Il montra à Boris la lame incrustée. Non seulement le père, mais aussi Eugène sont désormais capables de tuer une personne. À ces mots, Eugène enfonça son épée dans le sol. Il devint colérique et cruel, et il le comprit lui-même. Boris savait que son frère n'était pas ce genre de personne. Il a fait cela pour le protéger. Boris a vu tout ce qui se passait dans la taverne et a compris ce qui motivait son frère et pourquoi il était si cruel. Evgeny a confirmé que pour sauver ceux qui lui sont chers, il est prêt à tout, même au meurtre. Mais Boris doit faire attention. Evgeny fera tout pour lui, et Boris doit aussi d'abord prendre soin de lui. Laissez Boris se valoriser plus que n'importe quel trésor, encore plus que Winterer. Il se défend si farouchement qu'ils ne peuvent le tuer, n'osent le blesser ni l'abandonner. Il doit se battre et survivre dans ce monde cruel. Les frères se cachèrent sur le toit de la maison, d'où ils avaient une bonne vue sur la place. Les bandits étaient déjà là. Evgeny n'y a pas vu Winterer. Yannicka se disputait avec un homme à propos de quelque chose. Boris a montré à son frère un groupe de personnes qui se rendaient à Yannicka. Apparemment, c'étaient les mêmes mercenaires. Eugène entendit parler d'eux comme de célèbres guerriers aguerris au combat. Deraki, le capitaine de l'escouade de mercenaires, a déclaré à Yannicka qu'ils avaient des affaires en suspens. Yannicka a répondu qu'elle était honorée de rencontrer le capitaine Deraki de la Lance Dorée. Le capitaine est allé droit au but. Il avait besoin d'une compensation. Les garçons que le gang leur avait vendus se sont enfuis. Yannicka n'a pas réagi à la nouvelle. Ce n'est pas la faute de son peuple si les mercenaires sont en retard. Et plus encore, les gars leur ont manqué. Son gang avait accompli sa tâche. Les mercenaires dégainèrent leurs épées. Et Deraki annonça brièvement qu'il attendait soit le retour de l'argent en double montant, ou laisser Yannicka et ses complices rejoindre les rangs de la Lance Dorée et travailler pour eux. Yannicka explosa dans une tempête d'indignation. Il n'y a aucun moyen qu'ils obtiennent quoi que ce soit d'elle. Rombach était plus diplomate. Il conseilla au capitaine de ne pas couper l'épaule. Bien entendu, ils compenseront les pertes. Après tout, leurs organisations coopèrent depuis de nombreuses années. Quelle autre utilité pourrait-il avoir pour la Lance Dorée? Ils ne feront que perturber le travail coordonné de l'équipe. Ils rendront donc l'argent. Yannicka grommelait que tous les mercenaires étaient de petits salauds. Et elle jeta par terre un portefeuille contenant de l'argent aux pieds du capitaine, dans l'espoir qu'il s'étouffe avec. Deraki n'était pas d'accord avec cette approche de la question. Soit un double salaire, soit un travail pour le détachement. Une autre option est que les mercenaires les tuent maintenant. Yannicka réalisa que le capitaine ne plaisantait pas. Il veut vraiment une double compensation. Puis elle a demandé au capitaine s'ils auraient besoin de travailler pour eux à vie. Rombach a demandé avec surprise si Yannicka était devenue folle et s'était vendue comme esclave. Yannicka a répondu que non, bien sûr. Deraki a répondu qu'il les laisserait partir s'ils accomplissaient la première tâche. Le sénateur de Trévage engagea 50 hommes, mais 2 moururent dans un accident. L'équipe doit être reconstituée.
Yannicka ôta sa capuche et Winterer étincelait derrière elle. Elle ne savait pas ce qu'il devrait faire, mais l'essentiel était de montrer des résultats. Dans ce cas, elle accepte et laisse le capitaine Deraki ne pas revenir sur ses paroles plus tard. Leur douce conversation a été interrompue par un grand cri. « Arrêtez !» Yannicka s'est retournée et a vu Evgénie sur le toit de la maison. Elle était étonnée que les garçons n'aient pas couru loin, mais l'aide poursuivit. Eugène, l'épée à la main, sauta du toit au sol, et il a exigé que Yannicka gosse lui rende l'épée volée. Boris a également sauté après son frère et s'est tenu derrière lui. Eugène a répété que Yannicka abandonnait l'épée. Rombach, confus, a demandé ce que le gamin faisait ici. Yannicka a ri. Tout s'est très bien passé. Ceux que le détachement de Golden Spear avait perdus tombèrent entre leurs mains. Désormais, tous les termes de l'accord ont été respectés, et Yannicka et Rombach peuvent partir. Deraki réfléchit silencieusement à la situation. Eugene a pointé l'épée sur Yannicka et a demandé sur quelle base ils vendèrent des gens. Il n'y a pas d'esclavage dans leur pays. Yannicka a répondu que si vous vous faisiez prendre parce que vous n'étiez pas très intelligent, vous auriez dû vous asseoir et rester silencieux, et ne pas enseigner à des pros comme elle. Laissez le garçon laisser la morve qui sauve là ma maman. Avant qu'Evgénie n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, Boris a crié fort qu'ils étaient attachés, alors qu'ils ne dormèrent pas. Ce n'est pas de la compétence, mais du banditisme. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier. Ce ne sont que des lâches qui attaquent les sans défense. Ils ont profité de leur confiance et ont agi de manière ignoble. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des escrocs. Boris était en colère et ne pouvait pas s'arrêter. Il a crié des accusations contre Yannicka. Le capitaine Deraki écoutait silencieusement le garçon. Yannicka était bouche bée de colère. Quel garçon arrogant et mal élevé, il ose parler ainsi à ses aînés. Le capitaine Deraki entra dans la conversation et déclara que les avis étaient partagés. Yannicka ne comprenait pas de quoi il parlait. Les fugitifs sont de retour. Yannicka et son compagnon sont libres et laissent le capitaine lui rendre l'argent des deux garçons. Mais le capitaine lui ordonna de combattre Eugène. Celui qui gagne partira sereinement et celui qui perd restera. Et la troupe Golden Spear emmènera le perdant avec elle. Evgénie et Yannicka se faisèrent face. Eugène a invité Yannicka à dégainer son épée. Yannicka était sûre que la victoire dans le combat lui appartiendrait. Elle tendit la main vers Winterer derrière elle. Mais au dernier moment, j'ai pensé que si j'utilisais cette épée, le capitaine Deraki comprendrait quelle était sa valeur et l'enlèverait. Elle attrapa son épée habituelle et chargea. Elle avait hâte de botter le cul du garçon. Eugène esquiva adroitement l'épée de l'ennemi, qui lui volait au visage. L'attaque de Yannicka a été rapide et fulgurante. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il ne serait pas facile de faire face à elle. Yannicka était ennuyée de ne pas pouvoir achever le garçon du premier coup. Elle a de nouveau attaqué Eugène avec une série de coups violents. Certains d'entre eux ont atteint leur cible et ont laissé de petites coupures sur le visage et le cou d'Evgénie. Ils ne pouvaient pas arrêter Yannicka et ils ne pouvaient que se défendre. Boris a vu que son frère était inférieur à Yannicka en termes de compétences au combat. Elle est trop forte et a déjà infligé plusieurs blessures à Evgénie. Ramener Winterer est important, mais à ce rythme, c'est presque impossible. Soudain, le garçon sentit qu'il y avait quelqu'un sur l'arbre près duquel il se tenait. Se détournant pour voir qui était là, Boris manqua la nouvelle attaque de Yannicka, qui frappa Eugène d'un coup violent et le blessa grièvement. Boris a crié de toutes ses forces d'horreur pour son frère. Eugène s'est approché de Yannicka, qui était sûr que l'ennemi ne pouvait rien faire, et lui a saisi l'épaule. Il serra fort la femme dans ses bras, mais elle ne comprit pas ce que faisait le garçon. Eugène a attrapé Winterer par la poignée et l'a sorti de derrière Yannicka. Yannicka a crié fort qu'Evgénie ne devrait pas faire ça. Elle le tuerait. Mais la lumière froide et vacillante l'a inondé ainsi que tout ce qui l'entourait et a englouti la femme entière. Les mercenaires avaient du mal à comprendre ce qui se passait. Est-ce de la magie ou l'habileté d'un combattant? Devant leurs yeux, la femme s'éclairait d'un rayonnement surnaturel. Elle ne pouvait pas bouger. Eugène, avec une étincelle froide dans les yeux, annonça que le duel était terminé. Yannicka était couverte de cristaux de glace et Eugène se tenait devant elle, la tête baissée. Il dit au capitaine mercenaire qu'il avait gagné. Deraki a répondu qu'il tenait parole et laissait partir Boris et Eugène. Le joyeux Boris s'est précipité pour serrer son frère dans ses bras. Rombach regarda Yannicka avec horreur. Qu'est-ce que ce gamin lui a fait? Il réalisa que tout était allé trop loin et sortit lentement une arbalète, ce qui visait les frères. Personne n'a vu les manœuvres de Rombach. Lorsqu'il fut prêt à appuyer sur la gâchette et à tirer une flèche vers les garçons, 2 poignards volèrent dans sa main. Les frères sans méfiance se tournèrent vers le cri terrifiant de Rombach. Sa main était blessée. Le capitaine Deraki s'est approché de Rombach et lui a demandé comment il osait faire de tels tours. Il se tenait sous un arbre et appela Naya. La silhouette d'une jeune fille sauta de l'arbre. Deraki lui a ordonné d'attraper le perdant. La jeune fille s'est précipitée pour exécuter la commande. Elle s'approcha de Rombach et l'attaqua rapidement de tous côtés.
L'arbalète de Rombach tomba au sol, totalement inutile dans cette situation. Et Naya a mis un couteau sous le cou du bandit. Rombach éclata en jurons. Deraki se débarrasse de ses partenaires de longue date, comme des chaussures usées, et se range du côté de la racaille. Son instinct maternel s'est-il réveillé à la vue de 2 garçons? Le capitaine n'a pas écouté les cris de Rombach et a ordonné à ses hommes de tout nettoyer ici. Rombach a été emmené par des mercenaires. Naya les suivit lorsque Boris l'appela. La jeune fille s'est retournée. Boris réalisa que c'était son regard qu'il ressentait lorsqu'il se tenait sous l'arbre. Deraki a appelé Naya et l'a félicité pour son bon travail. Leur affaire ici était terminée, et ils sont partis, emmenant Janika au Christo et Rombach avec eux. La nuit, quand les frères allèrent dormir en plein air, Boris pensait que Janika et sa bande ne demandèrent jamais aux frères pourquoi ils fuyaient. Ils ont dû avoir l'intention de les tromper dès le début. Le cheval des garçons s'est enfui et leur argent a été volé. Que vont-ils manger? Où vont-ils dormir? Cela inquiétait Boris, mais au moins son frère était en sécurité, et ils ont récupéré Winterer. Soudain, Boris sentit les mains de quelqu'un sur son cou. Ils l'ont étranglé. Le garçon ne pouvait pas comprendre. Ont-ils été encore attaqués? Qui essaie de le tuer? Du bout de ses forces, Boris appela bruyamment Evgeny à l'aide. Son cri était étonnamment fort. Celui qui l'étranglait s'est arrêté. Les mains qui serrèrent la gorge de Boris se desserrèrent. Boris se réveilla et s'assit. Il respirait fort et ne comprenait pas si c'était réel ou s'il avait fait un cauchemar. Il n'y avait personne à côté de lui. Il a appelé son frère et a vu qu'il était allongé sur le sol à proximité dans une position très étrange. « Peut-être que ton frère est tombé malade ?» Boris se précipita vers le jeune homme. Mais Evgeny dormait profondément et ne s'est pas réveillé lorsque Boris l'a appelé. Le garçon décida que son frère était fatigué et se retournait dans son sommeil. C'est bien que tout se passe ainsi, sinon le garçon pensait qu'ils étaient à nouveau pris dans une embuscade. Il couvrit son frère d'un manteau et s'allongea à côté de lui. Vous pouvez désormais dormir paisiblement. La conscience d'Eugène endormi était enveloppée d'un brouillard sanglant, et il ouvrit les yeux. Son visage était déformé. Ses mains étaient tordues de manière prédatrice. Le lendemain, les frères arrivèrent en ville et entrèrent dans un magasin. Evgeny a immédiatement déclaré qu'il souhaitait proposer au propriétaire de leur acheter une chose. Il sortit un beau miroir de sa poche et demanda combien il lui donnerait en échange. Le vendeur a regardé le miroir. C'était vieux mais bien conservé. Il regarda attentivement les lettres gravées sur le cadre. Et il proposa également un prix plutôt bas de $300 seulement. Evgeny y réfléchit. Boris a dit que c'était très peu. Le vendeur s'est mis en colère et a déclaré qu'il ne donnerait pas plus pour un article d'occasion. Si vous n'aimez pas ça, laissez les garçons aller ailleurs. Mais ils n'obtiendront pas plus de 200 elsos pour une telle chose. Nulle part. Il ne sait pas à quelle dame appartenait ce miroir, mais il est démodé. Boris a tenté de dissuader Evgeny de vendre un objet qui lui était cher, mais Evgeny a accepté de manière décisive l'offre du vendeur. Il pouvait désormais se commander de nombreux plats délicieux à Tarktir. Boris n'arrivait pas à mettre le morceau dans sa gorge. Il ne voulait pas donner le miroir pour de l'argent, car il appartenait à sa mère. Mais Evgeny tenait tellement à lui qu'il ne s'est pas arrêté avant de vendre le miroir. Le garçon a demandé à son frère quand son père les contacterait. Evgeny a hésité et a dit que cela prendrait encore du temps. Très probablement, il pense ses blessures afin de pouvoir rencontrer ses fils en bonne santé. Les frères doivent donc bien manger et rester forts. Ils seront alors prêts à rencontrer leur père. Boris n'était pas sûr que son frère racontait tout tel quel. Sinon, il n'aurait pas l'air si triste. Pour la nuit, ils ont loué une chambre dans un hôtel et Boris a recommencé à faire des cauchemars. Quelqu'un était en train de l'étrangler. Le garçon ouvrit les yeux et vit Evgeny penché sur lui. Ses mains s'étendirent jusqu'à la gorge de Boris. Boris n'arrivait pas à croire que c'était son frère. Le garçon essaya de crier mais n'y parvint pas. Evgeny souleva Boris par le cou. Ses yeux étaient vides, il semblait profondément endormi. Et il le jeta dans un coin de la pièce. Boris fondit en larmes de peur. Eugene se tourna et regarda pensivement Winterer debout contre le mur. Boris s'est précipité vers son frère et l'a serré dans ses bras. Est-ce qu'il va vraiment le tuer? Pourquoi fait-il ceci? Mon frère ne se ressemble pas. Boris avait très peur. Il regarda dans les yeux d'Evgeny, brûlant d'un feu rouge, et demanda à son frère de se réveiller. Soudain, le garçon se réveilla et s'assit sur le lit. La pièce était inondée de lumière. Tout était paisible. Evgeny, debout à la fenêtre, s'est tourné vers son frère et lui a demandé s'il avait encore fait un cauchemar. C'était son frère affectueux et attentionné, mais Boris ne pouvait s'empêcher de voir le visage sanguinaire d'Evgeny dans son cauchemar. Boris essayait de se lever et d'oublier son terrible rêve, lorsqu'il s'est soudainement effondré à cause d'une douleur intense au côté. Evgeny s'est précipité avec enthousiasme vers son frère. Le garçon se souvint que dans son rêve, Evgeny l'avait jeté au sol de toutes ses forces. Et maintenant,
Le côté avec lequel il l'a frappé lui fait mal. Il a dit à son frère qu'il était tombé du lit pendant son sommeil. Evgénie a noté que les événements récents avaient complètement épuisé le garçon. Il n'était jamais tombé du lit auparavant. Maintenant, ils se sont reposés et doivent continuer leur chemin. Boris réfléchit profondément à ce que tout cela signifiait. Boris suivit son frère sur la route du village. Et j'ai pensé à ce qui s'est passé hier. Son frère l'a attaqué. Ce n'était ni un rêve ni une illusion. Mais il ne semble pas qu'il l'ait fait consciemment. Ses mains étaient brûlantes lorsqu'il étranglait Boris, comme s'il avait été pris par la fièvre. Et il n'a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé. Son frère lui cache-t-il quelque chose? Il a demandé à Evgénie s'il allait bien et a reçu la réponse qu'il allait tout à fait bien. Boris était absolument sûr que son frère était malade. Mais il continue de marcher, incapable de demander de l'aide. Sont-ils sûrs qu'ils se dirigent vers la maison de la grand-mère de Janine? Et Evgénie maîtrisera-t-il cette route? Peut-être que les frères n'ont vraiment personne sur qui compter. Boris a pris sa décision et a demandé à Evgénie. Son père viendra-t-il les chercher? Evgénie a commencé à le nier, mais Boris a exigé une réponse honnête. Ce qui s'est passé? Leur père a-t-il été capturé par leur oncle? Evgénie lui a attrapé la tête et a demandé à Boris d'arrêter. Quelque chose n'allait pas. Boris se souvenait clairement du monstre qui avait tenté de dévorer leur domaine. Et il se souvint du fantôme du lac, et puis tout était comme un brouillard. Ce qui s'est passé? Qu'a-t-il vu au lac Emera? Qu'est-il arrivé à papa? Evgénie, après un long silence, répondit que Boris avait raison. Père ne viendra pas. Il y a quelque temps, il s'est rendu dans un endroit d'où il n'y a pas de sortie. Butler Tulk est avec lui maintenant, donc son père ira bien. Boris se souvient de la façon dont un fantôme aux yeux rouges est sorti du lac et s'est dirigé vers les frères. Il se tenait à côté du garçon, et Boris se figea d'horreur. Les yeux du garçon reflétèrent le feu provenant des yeux furieux du monstre. Les jambes de Boris cédèrent d'horreur, et il tomba au sol. Le monstre s'approcha lentement de lui. Il n'y avait pas d'échappatoire. Mais la main de son frère attrapa Boris par le col et le rejeta. Evgénie a crié à son frère de s'enfuir, et il est lui-même entré dans la bataille avec le monstre. Boris a vu un éclair de lumière provenant des balançoires de Winterer. Le sang a éclaboussé, et Boris a crié désespérément le nom de son frère. Evgénie. C'était le même fantôme dont la nounou avait parlé à Boris. Il n'avait l'air ni vivant ni mort. Ses yeux brillaient d'un feu rouge. Il a balancé son énorme aile vers son frère, et Boris s'est enfui. Il s'est enfui comme un véritable lâche, sans même se retourner. Mais qu'est-il arrivé à mon frère alors? Lorsque le garçon s'est mis à courir, Evgénie a encaissé le coup et l'a sauvé. Il fait déjà nuit. Les frères y étaient assis en silence près du feu. Eugène dit tristement que demain à l'aube, chacun suivrait son propre chemin. Boris regarda son frère avec perplexité. Il a répondu qu'il ne pouvait plus être avec Boris. Il lui reste peu de temps. Le garçon ne comprenait pas ce que voulait dire son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu de temps? Pourquoi cela ne suffit-il pas? Il a fermement répondu qu'il serait tout le temps avec son frère et qu'il n'irait nulle part. Evgénie a répondu que si l'attaque se répétait, il pourrait tuer Boris. Le jeune homme commença à dire à son frère que c'était le fantôme d'Emer qui avait coûté la vie à tante Yenny. Elle a toujours été gentille et bienveillante, mais lorsqu'elle revint du lac, il ne restait plus aucune trace d'elle comme avant. La folie était clairement visible dans ses yeux. Sa voix devenait comme le hurlement d'un monstre. Seule la mort pouvait guérir ma tante. Et maintenant, la même chose attend Evgénie. Le jeune homme tendit l'épée Winterer à Boris et lui demanda de sortir l'épée de son fourreau et d'essayer de la faire pivoter. Mais Boris n'y parvenait toujours pas, bien qu'il ait essayé. Cela aurait été beaucoup plus facile pour Evgénie si Boris avait été plus âgé. Il aida son frère à tenir l'épée dans ses mains. Si seulement Eugène avait le temps d'attendre que son frère soit en âge de tenir une épée dans ses mains et d'apprendre à se défendre. Mais Boris ne grandira pas en un instant, et le temps d'Evgénie est compté. Bientôt, Eugène fera du mal à son frère. Boris regarda son frère aîné. Il avait le sentiment qu'il le quittait à cet instant. Il ne voulait pas que son frère parte. Il s'en fichait si une crise de maladie le tuait. Il savait à quoi pensait Evgénie, mais il n'avait aucune idée de comment il survivrait sans lui. De nombreuses personnes recherchent Winterer, et elles pourraient être encore pires que celles auxquelles les frères ont été confrontés jusqu'à présent. Il veut être avec son frère jusqu'au bout, car mourir de ses mains n'est pas si effrayant. Le visage d'Eugène s'est déformé, et il a giflé son frère au visage. Evgénie a sévèrement demandé à son frère s'il avait vraiment oublié leur conversation. Boris, ravalant ses larmes, répondit qu'il n'avait pas oublié. Son frère a dit qu'il devait survivre à tout prix. Evgénie a dit à Boris de se débarrasser des pensées de mort de sa tête. Quand Eugène disparaîtra, Boris devrait devenir très fort. Devenez votre propre bouclier. Il a serré son jeune frère dans ses bras. Il n'est plus possible de se cacher dans le dos de quelqu'un d'autre. On ne peut faire confiance à personne, et on ne peut pas baisser la garde. Ce sera difficile, mais cela en vaudra la peine.
Parce qu'il s'agit de survie, Boris doit le faire pour expérimenter toutes les possibilités que la vie offre. À partir de ce moment, l'épée Winterer appartient à Boris. Eugène a dit que s'il perdait à nouveau la tête, laissez Boris utiliser l'épée pour le tuer. Les souvenirs d'Evgénie se dissipaient. Il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait, ni s'il devenait fou comme tante Yenny. A-t-il menacé la vie de Boris? Il lui sembla que le matin était venu, mais lorsqu'il reprit ses esprits, il était déjà midi. Il alluma un feu au coucher du soleil, et lorsqu'il leva les yeux, les étoiles illuminèrent le ciel. Il savait qu'il se perdait irrévocablement. Il avait très peur. Il avait peur de se réveiller un jour et de voir le corps ensanglanté de son frère à côté de lui. Le matin est venu. Boris a apporté des branches de la forêt pour le feu. Evgénie était assis immobile sous un arbre. Il était déjà assis ainsi depuis 3 jours sans fermer les yeux. Eugene se leva lourdement, ôta son armure et tendit Snowguard à son frère. Boris répondit avec indignation que c'était l'armure de son frère. Mais Eugène répondit que le mort n'en avait pas besoin. Il a demandé à Boris de lui promettre qu'il ne chercherait jamais à se venger. Pendant longtemps, les membres du clan Trévage se sont entretués dans des querelles politiques. Si au moins l'un d'entre eux avait abandonné sa rancune ou décidé de pardonner à son adversaire, cette tragédie ne se serait pas produite. Le père et l'oncle se sont battus, mais c'est le fantôme aux yeux rouges qui a coûté la vie à son père. Evgénie espérait vraiment que la discorde de leur famille n'affecterait jamais Boris. Son petit frère verra et expérimentera beaucoup de nouvelles choses avant de grandir. Et lorsque cela se produit, Evgénie veut que Boris oublie son enfance, ou mieux encore, pardonne et lâche prise. La nuit est venue. Boris s'est endormi près du feu et Evgénie s'est assis éveillé et a réfléchi. Il n'aurait pas dû s'endormir. S'il s'endormait, il pourrait blesser son frère. Ses yeux se fermèrent lentement, et il vit son père et sa mère dans un bel endroit fleuri. Ils appelèrent leur fils aîné. En réalité, Boris s'est approché de son frère et l'a recouvert d'une couverture. Le jeune homme n'a pas dormi depuis 3 jours. Il a besoin de se reposer. Boris lui-même s'est éloigné, mais Evgénie ne s'est pas endormi. Il ouvrit les yeux et vit le ciel étoilé au-dessus de lui. Evgénie se leva et jeta la couverture. Il savait désormais ce qu'il pouvait faire pour Boris. Quand Boris est revenu le matin, il a vu le cadavre sanglant de son frère. Le garçon se souvenait de la berceuse qu'Evgénie lui chantait souvent. Il est temps de faire une sieste après une dure journée. Même les étoiles filantes gisaient sous le côté de ma mère. Ne vous inquiétez pas, dormez bien, je protégerai votre sommeil. Personne ne vous dérangera. Même si la nuit noire fait peur, n'ayez pas peur. Le matin viendra bientôt. Oubliez tous les ennuis et ne versez pas de larmes. Je t'embrasserai et resterai à tes côtés. Si vous faites un rêve heureux, la nuit passera en un instant.